Ok, donc bonjour à tous. Donc l'enregistrement a commencé. Alors merci de vous être connectés. Donc je vais vous faire juste quelques brefs mots de présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Thibaut Wagner et donc je co-anime avec Claire Monaco du l'Océan qui est également ici le CES Audatis qui s'appelle CES CO2 pH marin. Et donc je vous rappelle juste la raison d'être de ce CES. Donc, le contexte, hein, très rapidement, vous le savez tous, je pense ici, c'est que le suivi des paramètres du système des carbonates, il est absolument essentiel, donc pour différentes raisons, hein, pour pouvoir quantifier les échanges germaires de CO2, le stockage de carbone en profondeur et l'acidification. Et on est confronté au problème que ces paramètres du CO2 dissous dans l'eau de mer, eh bien, en réalité, le CO2 dissous, ce n'est pas une espèce qui est inerte, elle est impliquée dans énormément de processus. Et donc, la définition des paramètres qui sont mesurés et estimés, ça peut être assez complexe. Alors, l'autre point de contexte, c'est que des mesures de CO2 océanique, donc des gens qui mesurent et des compétences, elles ont été développées dans au moins 4 infrastructures de recherche océanique et dans le cadre de beaucoup de projets en océanographie. Et enfin, il y a une très grande diversité d'instruments, de méthodes, de plateformes qui sont mises en œuvre. Donc, c'est un peu en partant de ce constat qu'en 2022, il y a eu l'idée de créer ce CES dans le cadre du pôle Audatis, donc qui concernerait le CO2 et le pH marin. Et donc, l'idée, c'était de réunir les acteurs qui mesurent des paramètres du système des carbonates et avec deux objectifs qui avaient été affichés, donc celui de pouvoir améliorer la visibilité et faciliter la transmission vers les bases de données internationales qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ça se voulait aussi un endroit où on pouvait discuter avec l'idée de peut-être harmoniser les méthodes, les instruments et réfléchir à des instruments du futur. J'aurai juste une autre diapositive et ensuite j'aurai fini. Ce CES, il s'est réuni une première fois dans un atelier en avril 2022. Alors, vous pouvez trouver toutes les informations sur cet atelier sur le site Audatis Océan. Je signale aussi, je pense que la plupart d'entre vous le savent ici, mais qu'il existe une liste de diffusion de ce CES. Vous pouvez contacter Claire ou moi pour pouvoir être inscrit à cette liste. Et enfin, et je terminerai là-dessus, il y a eu des actions qui ont été identifiées au cours de cet atelier. Alors, des actions qui relèvent directement des missions de Audatis, d'autres qui en relèvent un petit peu moins. Elles vous sont listées ici. Et donc, parmi ces actions, on avait identifié le besoin d'avoir des ateliers techniques qui soient dédiés vraiment à ces questions de données de CO2, pH. Et donc, c'est la raison des webinaires qui sont organisés donc aujourd'hui et le webinaire qui sera organisé le 7 décembre. Ce webinaire qui va commencer maintenant, ce qu'on vous propose pour le fonctionnement, on va dire, c'est que on va avoir une présentation de Julie Hattie et de Frédéric Mercer qui vont durer chacune environ 20 minutes. On vous propose de laisser dérouler ces présentations et on prendra des questions à l'issue de ces deux présentations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à mettre des questions dans le chat, comme ça on a une petite idée des questions, ou sinon, comme d'habitude, vous demandez la parole avec le petit icône qui va bien. Donc, très rapidement, je vais juste vous présenter nos deux intervenants, hein, qu'on remercie très vivement. Donc, on va commencer avec un exposé de Julie Gatti qui portera sur les données marines qui sont gérées au CISMER. Donc, Julie Gatti travaille à l'IFREMER. Elle a un bagage d'océanographie physique et elle est la gestionnaire des données marines du CISMER. Et elle est en particulier responsable de la banque de physique-chimie. Et elle pilote les actions de l'IFREMER au sein d'un gros projet européen que vous connaissez peut-être qui s'appelle EMODNET Chimie. Et Frédéric Mercer travaille également à l'IFREMER comme informaticien. Et donc, il travaille sur l'ensemble des projets qui associent données et documents, comme Archimer, Sinoé, et il va nous parler plus particulièrement de Sinoé. Donc, je vais donner la parole à Julie. Je voudrais juste, avant de céder la parole,
remercier Caroline Mercier, Sabine Schmitt, Joël Sudre et Erwan Quimbert qui nous ont aidés pour l'organisation de ces webinaires. Et donc, je vais départager mon écran. Et si tu le veux, Julie, je vais te laisser partager ton écran. OK. Alors. C'est bon, vous voyez? Oui, c'est bon, en tout cas chez moi. Ok, bon, bah, je vais commencer alors. Donc, comme Thibault l'a dit, je m'appelle Julie Gatti, je travaille au CISMER et alors je ne gère pas toutes les données marines du CISMER. En fait, le CISMER, on est organisé en pôle et moi, je m'occupe précisément des données de la Banque nationale de physique-chimie. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous proposer une solution d'archivage d'une partie des données du système de carbonate. Donc le CISMER, c'est un CDS, c'est un des 9 centres de données et services du pôle Audatis. Alors attendez, je vais déplacer ça. Il est accrédité comme Centre national de données océanographiques par le Comité international IOD et il est certifié Core-Trust Seal comme entrepôt de données et la demande de renouvellement vient d'être approuvée là en septembre dernier. Il assure l'exploitation des différents systèmes d'information et bases de données marines de l'IFREMER, dont la Banque nationale de physique-chimie, dans un cadre national, européen et international. Donc maintenant, on va voir... on va voir un peu plus particulièrement la mission de la Banque nationale de physique-chimie. Donc, en tant que Centre national de données océanographiques, on est responsable de la gestion des données in situ de physique-chimie acquises lors des campagnes à la mer à bord des navires de la flotte océanographique française et transmises par les scientifiques. Donc, la gestion de ce flux de données s'organise autour de 5 étapes complémentaires, tout en respectant les principes FAIR et essentiel, le plus important, tout ce qui est l'interopérabilité. Donc, la première étape, c'est de recueillir les données. Donc, je vais vous les détailler un peu plus tard et je vous présente juste le flux global. Ensuite, la deuxième, ça va être de standardiser les données, de les qualifier, de les archiver et de les rendre disponibles via différents portails. Donc, qu'est-ce que ça veut dire recueillir les données françaises? Alors, nous, on recueille les données françaises en temps différé. Donc, ça veut dire qu'on recueille les données une fois analysées par les scientifiques. Et donc, ce sont toutes les données acquises, enfin pas toutes, une partie des données acquises par divers capteurs dans différents formats. Donc, on les regroupe sous forme de stations. Donc, ça va être toutes les données mesurées sous forme de profils verticaux par les CTD, les bouteilles et les LADCP. Il y a aussi des données en route, donc les données d'ADCP de coque, et les données de mouillage en point fixe. Après, on a d'autres données, mais c'est un peu plus rare, un peu plus exotique. Donc, tous ces capteurs couvrent une diversité de paramètres. Ça va de la température, la salinité de l'oxygène, aux sels nutritifs, pigments chlorophylliens, le système des carbonates, des paramètres optiques, et les courants et plein d'autres paramètres. Donc, comment recevoir les données? Donc, il y a 3 flux principaux. Le premier, c'est la filière classique. C'est un envoi direct par les scientifiques. Alors, ça peut être un envoi spontané ou après relance. Donc, normalement, en tant que chef de mission d'une campagne de la FOF, il y a un engagement au retour de mission ou lors de la phase de valorisation de bancariser les données dans un système d'information. Et donc, le CISMER propose la Banque nationale de physique-chimie pour cela. On a un système de relance. 1 à 2 ans après la campagne, on contacte les chefs de mission sur la base des Cruise Summary Reports qui ont été remplis. Donc, sur la base des travaux effectués pendant les campagnes, on a des codes et on sait quel type de paramètres ont été mesurés. Donc, on demande ces paramètres-là, ces données liées à ces paramètres-là. Le deuxième flux, c'est un flux un peu plus indirect. On s'est mis d'accord avec Catherine Schmelzig qui gère la base LEF-Cyber pour quand les scientifiques envoient les données dans LEF-Cyber, on ne les sollicite pas, on va passer par elle. Donc, on va voir ce qu'elle a reçu. Et si aucune de nos deux bases n'a reçu les données, dans ces cas-là, on contactera les scientifiques directement.
Et le troisième flux, c'est un peu pour pallier aux données qu'on n'arrive pas à récupérer avec les 2 premiers flux. Enfin, à la base, nous, ça nous sert à ça. Et donc, c'est d'utiliser les systèmes de dépôt et de publication de données tels que Sinoé, donc ça c'est au point de vue national, et Moneta Ingestion au point de vue européen. Donc, il y a une complémentarité entre la banque de physique-chimie et Sinoé. C'est-à-dire que dès qu'un jeu de données sera déposé dans Sinoé, on a une veille interne, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé de regarder si ça peut intéresser un des systèmes d'information gérés par le SISMER. Et dans ces cas-là, on prend contact avec les auteurs pour leur demander s'ils nous autorisent à les intégrer dans nos bases de données. La deuxième étape, donc une fois qu'on a reçu les données, c'est de formater en cohérence avec les standards existants, en particulier ceux de l'infrastructure européenne SIDATANET, pour permettre des échanges de données cohérentes et comparables au niveau national, européen et international. Donc, on a 2 outils principaux pour assurer la conformité des formats de données, donc, qui sont Nemo et Octopus. Donc là, si vous voyez sur le schéma, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, je pense que oui. Donc, à gauche, on reçoit les données dans une très grande variété, diversité de formats, presque autant qu'il y a de capteurs, en fait. Donc, ça peut être du format, donc des formats ASCII, des formats donc, TXT, CSV, ASC, des formats constructeurs Seabird, CNV, quelques fichiers en etcdf aussi. Donc, on a quand même une préface de uniformisation des fichiers pour les faire rentrer dans l'outil Nemo, qui va permettre de faire toute la standardisation et le mapping avec des vocabulaires, des référentiels européens. Et donc, en sortie de Nemo, on aura notre fichier, un des 3 formats standards de l'infrastructure SIDATANET. Donc, ce sera soit un format MEDATLAS, qui est un format texte enrichi en métadonnées, soit le format ODV-TXT, soit en format NetCDF. Octopus nous permet de contrôler la conformité des fichiers si on reçoit des fichiers par d'autres flux que par les scientifiques, par d'autres centres de données, par exemple. Donc là, j'en parlerai lors du prochain séminaire. Là, je ne vais pas m'attarder sur les vocabulaires communs qui sont utilisés dans le cadre de SIDATANET, mais donc c'est des vocabulaires qui concernent les paramètres, les flags qualité, les codes navires, plein de métadonnées, en fait, les organismes, les instruments, etc. Donc, on a reçu les données, on les a mises au format. Elles ont des indicateurs qualité à 0. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va qualifier les données. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va contrôler la qualité des métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est ce qui décrit la donnée et son contexte. Et on va contrôler aussi la qualité des données reçues afin d'en indiquer la fiabilité aux utilisateurs. Tout ça, toujours pour permettre des échanges cohérents de données entre les instituts. Donc, on réalise ça à l'aide du logiciel Scoop 3. Il y a 3 étapes, incluant des contrôles automatiques et visuels qui positionnent les indicateurs qualité. Donc, une première étape, c'est de nouveau de contrôler le format pour être vraiment sûr qu'on est bien carré. Et ensuite, il y a le contrôle des métadonnées. Donc, là, c'est un petit imprimé écran du logiciel. Donc, dans la partie gauche, vous avez toutes les métadonnées. En couleur, en fait, ça va être les flags qualité qu'on va indiquer. Et donc, ci-dessous, je vous ai mis l'échelle des flags. Donc, les plus utilisés, je pense que vous connaissez déjà un peu, parce que c'est ce qu'utilisent les flotteurs Argo aussi et d'autres systèmes d'information. Donc, quand le flag est à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle qualité dessus. Le flag à 1 est bon, 2 hors statistique, 3 douteux, 4 mauvais, etc. Ce qui va vous intéresser aussi, c'est le flag 6 qui a été mis en place dans le cadre du projet Emonet Chimie. Il y avait un manque et donc un besoin d'identifier les valeurs qui sont inférieures à la limite de détection des méthodes d'analyse. Et on a aussi le flag Q pour les limites les seuils de quantification. Donc, la première étape, c'est de contrôler les métadonnées. Donc là, je vous ai mis un petit résumé des différents tests qui sont passés. Et la deuxième étape, ça va être un contrôle sur les valeurs numériques, donc chaque valeur numérique donc des données. Donc là, pareil, il y a toute une diversité de contrôles automatiques qui sont passés et qui ensuite sont validés par un opérateur visuel. Donc, maintenant qu'on a notre fichier standardisé et qualifié, on va archiver de manière pérenne pour assurer la préservation des données issues de l'observation marine, qui est coûteuse et souvent non reproductible.
Donc, les métadonnées sont bancarisées dans 2 bases de données, la base des campagnes et dans la base du contrôle qualité Scoop. Et quant aux données, elles sont sauvegardées sous forme de fichiers standardisés sur des serveurs, facilitant l'accès depuis les portails web de diffusion et dont le contenu est archivé sur bande magnétique. Elles sont aussi sauvegardées dans leur format d'origine sur des serveurs en interne. Et donc, finalement, tout ça pour assurer la disponibilité des données et permettre leur diffusion sur des portails nationaux en accord avec les scientifiques et les réglementations en vigueur. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de portails qui sont gérés par le CISMER, les trois que vous voyez là. Après, il y en a d'autres. Donc, il y a le catalogue des campagnes et des données des campagnes, le catalogue Sextant. Il y a aussi Audatis, du coup, qui moissonne le catalogue Sextant. Et le portail du SIMM, donc c'est le système d'information sur le milieu marin. Donc, je vous ai mis les adresses. Je ne sais pas si jamais ça peut vous intéresser. Et là, maintenant, je vais vous parler plus précisément du catalogue des campagnes, puisque c'est celui qu'on gère au CISMER. Alors, je suis embêtée, je n'arrive pas à faire défiler les diapos avec les flèches. Du coup, je fais avec la souris et c'est un peu sensible. Donc, le catalogue des campagnes et les données qu'il contient. Je vous montre à travers l'exemple de la campagne Ovid 2018. Donc là, vous voyez son DOI. Donc, chaque campagne a un DOI qui lui est attribué. Et donc, sur le catalogue des campagnes, vous voyez la landing page de la campagne. Donc, là, encadré en orange, vous retrouvez son DOI. Je ne sais pas si vous êtes habitué à utiliser ce catalogue, donc je vais vous décrire un petit peu comment il fonctionne. Donc, ce petit encart est un peu méconnu des gens. Donc, il y a des petits points juste en bas des objectifs. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous vous retrouvez avec un tableau qui liste les différentes opérations, mesures qui ont été effectuées pendant la campagne. Donc, c'est ce que les chefs de mission déclarent via le SGC en retour de mission et donc via ce qu'on appelle le CSR, le Cruise Summary Report. Donc, pour chaque campagne, si vous voulez savoir quelles données ont été réalisées, vous regardez ce tableau. Et donc, par exemple, donc là, la colonne de gauche, c'est un de nos standards utilisés, c'est un code ROSCOP C77. Donc, c'est la liste C77 des vocabulaires CIDATANET. Vous avez le libellé de ce code juste après, la quantité de données suivant une granularité que le chef de mission choisit et le responsable de chaque donnée. Donc, pour la campagne Ovid, on voit qu'il y a eu des mesures H09, donc des mesures par prélèvement d'eau par bouteille Niskin. Il y a eu des mesures réalisées donc à H10 avec des CTD. Et quels paramètres ont été mesurés par ces instruments? Il y a eu de l'oxygène, il y a eu des sels nutritifs et il y a eu plusieurs paramètres du système bicarbonate. Donc ensuite, là, quand vous voyez la page de la campagne, vous voyez cet encart données archivées au CISMER. Donc là, pareil, si vous appuyez sur les 3 petits points, ça va vous indiquer quelles données ont été reçues au CISMER et ont été bancarisées et traitées par le CISMER. Donc, alors celle-là, ça ne va pas être que les données de la banque de physique-chimie, du coup. Ça va être aussi les données qui sont acquises en automatique par les navires, telles que les données de thermosalino, les données de cahier de quart, de sismique. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, quand vous cliquez, vous vous retrouvez avec la liste des données rattachées. Et donc, ces données-là, en fait, elles sont rattachées au DOI de la campagne. Donc, il y a certains chercheurs qui utilisent ce DOI de campagne pour citer les jeux de données dans les publis. Quand ils ne citent qu'une campagne ou que quelques-unes, c'est un moyen qu'ils utilisent pour mettre un lien vers les données, les jeux de données utilisés dans la publi. Et donc là, vous retrouvez composition chimique de l'eau, donc c'est toutes les données bouteilles, et CTD, les données de CTD françaises ici. Donc nous, non, je vous en parlerai après. Et le troisième encart dont je voulais vous parler, c'est depuis la création de Sinoé, en fait, il y a un lien entre le catalogue des campagnes et Sinoé. C'est-à-dire que si vous publiez un jeu de données dans Sinoé, donc il va avoir son DOI, et il y a un moissonnage automatique entre les deux catalogues et vous aurez le lien vers le jeu de données qui est lié à cette campagne. Donc, par exemple, pour Ovid 2018, ils ont publié un jeu de données dans Sinoé
pour leur permettre de rassembler en fait certaines données en particulier, parce qu'ils ne voulaient pas citer toutes les données de la campagne. Donc, du coup, ils avaient une granularité spécifique à utiliser. Donc, ils ont utilisé Sinoe pour créer le DOI. Et à la fin de la page de Sinoe, vous avez aussi le DOI de la campagne pendant laquelle les mesures ont été faites pour ce jeu de données. Hop. Donc, ensuite, on diffuse aussi les données vers des portails européens, SIDATANET, Monnaie de Chimie, Copernicus Marine, Instack. Donc, je vous ai mis des liens vers différents portails d'accès de données et ça vous permet, par exemple, SIDATANET et Monnaie de Chimie, ça vous permet d'accéder aux données autres que françaises, en fait, donc de tous les pays européens qui sont partenaires de ces projets. On a aussi un export vers le CEN dans le cadre de la Convention des maires régionales OSPAR pour envoyer, ça concerne essentiellement les données des campagnes halieutiques. Donc, mais maintenant, ça se fait via le SIMM. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément du système des carbonates. Donc, actuellement, dans la banque de physique-chimie, j'ai fait une petite requête en base, par exemple. Donc, nous, les codes que j'ai identifiés, c'est ces 4 codes-là, avec pH, alcalinité, dioxyde de carbone, marin et isotope. Donc, vous voyez qu'il y a on a 172 campagnes avec des mesures de pH, 105 avec des mesures d'alcalinité, etc. Et là, je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer les données de CTD qui contenaient des données du système des carbonates. Donc, on a 40 campagnes avec des données du système de carbonate avec des CTD, des bouteilles et des mouillages. Donc, ces données-là, ça vient essentiellement de campagnes récurrentes telles que les campagnes halieutiques, les campagnes mouses, les campagnes sur Atlante. On a quelques données des campagnes oiseaux, mais il y a eu rupture dans la chaîne. Et donc, du coup, je profite du webinaire d'aujourd'hui, en fait, pour faire un appel à données. Et donc, pour encourager à ce que les chefs de mission nous envoient les données des futures campagnes qu'ils vont réaliser et essayer de récupérer l'historique. Donc, ça, on pourra le faire par contact. Donc, je vous ai mis le lien. On a une adresse mail générique, donc sismer-physique@ifremer.fr, et on peut vous envoyer des formats de fichiers types qui nous permettent de rentrer de manière efficace les données dans nos bases de données. Et alors, pour vous parler de la granularité, parce que je ne sais pas si ça peut correspondre complètement à votre besoin, donc voici une petite diapo sur la granularité et les métadonnées à renseigner. Donc nous, en fait, on bancarise, notre premier échelon, c'est la campagne à la mer ou le mouillage. Donc nous, on va rassembler toutes les données d'une campagne. Et ensuite, on va décliner par les types d'instruments. Donc, on va par campagne et ensuite par CTD. Donc, on aura un fichier où on va mettre toutes les données CTD dedans. Et après, on aura un deuxième fichier où on mettra toutes les données réalisées par des méthodes d'analyse sur les échantillons bouteilles, etc. Donc là, je vous ai mis, c'est plus pour vous après coup, pour voir les métadonnées essentielles à renseigner pour qu'on puisse faire une bancarisation pérenne. Et pour finir, ma dernière diapo, c'est donc un petit rappel. J'espère que ça ne va pas vous embrouiller. On a un flux simplifié des données CTD et bouteilles acquises lors des campagnes. Donc moi, je vous ai dit, la Banque nationale de physique-chimie, c'est pour tout ce qui est temps différé. Donc, c'est ce qui est en vert, parce qu'en fait, on veut essayer de recueillir les données de la meilleure qualité possible. Donc, pour les CTD, toutes celles qui ont eu un traitement avec une post-calibration et toutes les analyses bouteilles. Et ensuite, il faut savoir qu'il existe aussi un flux en temps réel, quasi réel, qui est indiqué normalement dans le dossier de demande de campagne. Donc, d'envoyer dans la mesure du possible les données CTD à cette adresse mail, et ça va aller dans Coriolis pour alimenter après. C'est en océanographie opérationnelle, donc pour permettre au modèle de prévision océanique de tourner. Et il faut savoir, ça c'est pour en interne, il y a un moissonnage de la base des campagnes, donc de la Banque nationale de physique-chimie par Coriolis. Et pour finir, pour toutes les autres données et ou pour obtenir un DOI pour les jeux de données transverses, il y a Sinoe.
Et donc, je vais laisser la parole à Fred. Merci beaucoup, Julie. Du coup, on va enchaîner avec la présentation de Frédéric avant de prendre les questions. C'est ce qu'on avait convenu. Et donc, on va écouter la présentation de Frédéric Mercer maintenant. Merci beaucoup. Ouais, je vais arrêter le partage. Attends, j'ai perdu l'icône. Ah! Alors, du coup, vous voyez ma présentation? Oui, on voit ta Ok, présentation. ok, super. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter donc, à la fois des considérations générales sur les DOI de données, et puis également Sinoé. Donc, il y a un entrepôt de données marines qui vous permet notamment d'obtenir un DOI pour vos jeux de données scientifiques. Alors, déjà, d'un point de vue général, pourquoi publier des données en libre accès et les citer dans un article? Alors, c'est déjà une demande sociétale appuyée par la Commission européenne. Mais et ce qui est significatif aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'éditeurs imposent que les données exploitées dans une publication soient accessibles en ligne et citées à l'aide d'un DOI. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 90% des dépôts dans Sinoé qui sont liés à cette obligation mise en place par les éditeurs de publications scientifiques. Et en fait, l'Europe et les éditeurs recommandent de publier des données en libre accès, notamment parce qu'on considère que la réutilisation des données peut contribuer à une progression plus rapide de la science et que le fait donc, de citer donc, des données dans les articles, ça permet au lecteur de l'article de rejouer les données pour vérifier ou approfondir un résultat. Et donc, on considère que la publication simultanée des données d'un article peut renforcer la crédibilité de l'étude. Alors, comment citer des données dans un article? Par exemple, DataCite, donc, qui est un organisme qui permet d'attribuer des DOI à des jeux de données, suggère, recommande de citer un jeu de données comme vous citez un article dans vos sections bibliographie, c'est-à-dire avec une liste d'auteurs, une année de publication, le titre du jeu de données, le nom de l'éditeur et le DOI. Et en fait, un DOI, je pense que vous connaissez, c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement parce que notamment chaque article dispose d'un DOI. Et donc en fait, c'est un système d'identification unique qu'on peut attribuer à un article, à un jeu de données, à une campagne à la mer. Et donc en fait, on peut le citer dans un article soit précédé des 3 lettres, des DOI, soit précédé d'un résolveur de DOI, et notamment celui qui est recommandé aujourd'hui, donc c'est https://doi.org. Et donc le résolveur de DOI plus le DOI, ça constitue une URL qui devient l'URL officielle de la ressource sur le web. Et en fait, quand vous cliquez sur ce DOI, en fait, vous êtes dirigé de manière transparente vers la fondation DOI qui vous redirige vers ce qu'on appelle la landing page de la ressource, c'est-à-dire, ou alors autrement dit, la page d'atterrissage de la ressource. Et en fait, donc, ce lien, c'est une redirection, et cette redirection, elle peut être mise à jour. Et donc, c'est dans ce sens qu'un DOI permet de fiabiliser une citation si on déplace la ressource. Par exemple, typiquement, si un éditeur d'articles rachète un autre éditeur, en fait, on peut mettre à jour l'ensemble de DOI. Et donc, du coup, quand vous demandez un DOI pour un jeu de données, il faut citer le DOI et non pas la landing page de la ressource dans vos articles. Et c'est assez étonnant, mais c'est une erreur qu'on constate assez régulièrement. Alors, donc, vous souhaitez obtenir un DOI pour votre jeu de données. Donc, la première question à laquelle vous devrez répondre, c'est définir la granularité du DOI. Et donc, le premier objectif de votre DOI, ça va être en fait d'être cité dans un article scientifique. Alors, nous, ce qu'on conseille, en fait, c'est de tenter de coller la granularité des articles. Par exemple, si vous positionnez un DOI à un niveau trop bas, et donc, par exemple, si dans un article, vous devez citer un millier de DOI de jeux de données, ça ne va pas coller. Donc, il faudra trouver
aura une granularité à peu près similaire à celle des articles qui vont exploiter la donnée, en sachant qu'il est possible de positionner plusieurs DOI à un même jeu de données à différents niveaux. Et donc un DOI, c'est une URL, vous allez cliquer sur l'URL, vous allez arriver donc, sur une landing page qui va décrire la donnée et qui va fournir un accès à la donnée, idéalement sous la forme d'un ou de plusieurs fichiers. Et donc, vous devrez définir deux granularités, une pour le DOI et une pour les fichiers à l'intérieur de ce DOI. Et donc, par exemple, avec un même DOI, vous pourriez fournir un accès aux données sous la forme de... Vous allez pouvoir, par exemple, zipper les fichiers d'une même région ou d'un même paramètre, etc. Alors, si vos données, si par exemple vous êtes responsable d'une infrastructure qui produit des données en flux continu, eh bien, vous devrez penser à la gestion des versions. Alors, vous avez la possibilité de demander un DOI par version, par exemple un DOI pour une année de mesure. Mais vous avez également la possibilité de gérer un seul DOI pour l'ensemble des versions. Et donc, dans ce cas-là, en fait, dans la landing page de votre DOI unique, vous allez fournir l'accès à l'ensemble des versions et vous pourrez jouer également sur la visibilité de ces fichiers au sein du DOI. Par exemple, en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est si un DOI fournit un ensemble de versions, de basculer les ensembles des versions obsolètes en accès à la demande et de garder uniquement la dernière version en accès libre. Alors, nous, ce qu'on conseille généralement, quand c'est possible, c'est de gérer l'ensemble des versions dans le même DOI. Donc, ça permet déjà, et c'est important, de simplifier les consignes de citation auprès de vos usagers. Et on sait aussi que, en fait, il y a à peu près, au moins pour Sinoé, 50% des usagers qui arrivent sur un jeu de données via Google. Et ben, s'il y a un seul DOI qui propose un accès centralisé au jeu de données, ben, il est assuré d'accéder à la version la plus récente. Voilà. Et nous, dans Sinoé, on offre quelque chose qui est un peu spécifique à Sinoé. On offre la possibilité, si vous gérez un ensemble de versions à l'aide d'un DOI unique, et ben, de gérer ce qu'on appelle un système de fragments, c'est-à-dire de rajouter un dièse à la suite de votre DOI plus l'identifiant de votre version au sein du DOI pour pouvoir citer de manière spécifique un fragment ou une version spécifiquement dans un DOI global. Alors, vous avez défini votre granularité, vous devrez définir également comment citer, avec quel choix d'auteur pour citer votre jeu de données. Donc là, deux choix. De manière classique, vous avez la possibilité de lister une liste de personnes physiques, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle dans notre jargon une collectivité d'auteurs, c'est-à-dire par exemple un nom d'organisme ou un autre projet. Et donc en fait, c'est ce nom de cette collectivité d'auteurs qui va être proposé dans la citation. Et donc, quand vous allez cliquer sur le DOI, par contre, en fait, vous pourrez lister, si vous le souhaitez, en plus, une liste de contributeurs sous la forme de noms de personnes dans la landing page. Alors, donc vous avez défini comment votre granularité, vous êtes prêt à publier, donc il va falloir choisir un entrepôt de données. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Et pour vous aider à choisir un entrepôt de données, il y a ce qu'on appelle il y a plusieurs annuaires d'entrepôts, et notamment RE3 Data qui va lister un ensemble d'entrepôts de données. Alors, il y a des entrepôts de données généralistes. Le plus connu aujourd'hui, c'est peut-être Zenodo qui est développé par le CERN. Il y a des entrepôts thématiques, notamment, par exemple, si vous travaillez sur la génétique, en fait, on recommande d'utiliser des entrepôts qui sont spécialisés dans la publication de génomes comme GenBank. Donc, il y a Sinoé, dont on va parler tout à l'heure, qui est spécialisé dans la publication de données marines. Il y a des entrepôts également, de plus en plus d'entrepôts institutionnels, donc le CIRAL, l'IRD, l'INRAE, etc., ont leurs propres entrepôts de données.
Et il y a également, depuis 2 ans, je crois, un entrepôt national, en fait, qui se présente aujourd'hui plus comme une solution à défaut, s'il n'y a pas de solution plus adaptée. Alors, quelques mots sur Sinoé. Donc, il y a un entrepôt de données spécialisé en sciences marines, et donc qui est recommandé par Audatis, par Sidatanet et par un ensemble d'éditeurs de revues. Donc, c'est un service qui est accessible gratuitement à l'ensemble de la communauté internationale. Les dépôts peuvent aller jusqu'à 100 gigas donc, de taille par fichier. Et donc, les données sont obligatoirement en libre accès après un embargo éventuel de 2 ans qui peut être reconduit plusieurs fois si nécessaire. Et donc, tous les jeux de données disposent d'un DOI. Et donc, le CISMER modère les dépôts et s'engage à les valider, s'il n'y a pas de problème, en 24 heures maximum. Et donc, idéalement, mais ce n'est pas une obligation, en fait, on conseille aux usagers, aux auteurs de déposer leurs données dans un format ouvert, donc de privilégier par exemple le CSV par rapport à l'Excel. Et Julie en a parlé, moi en fait, et on recommande également de privilégier des formats standardisés recommandés par votre communauté. Alors, enfin, il y en a plein, de CSV Corellis, du CDF Copernicus. Donc, l'idée, en fait, c'est de proposer un fichier dans lequel, en fait, on va retrouver des informations qui sont basiques, mais qu'on voit de temps en temps manquantes, comme la date de collecte, la position de la collecte, la profondeur, et idéalement exprimée systématiquement avec le nom de variable et l'unité, et il faudrait évidemment que ces variables et ces unités soient exprimées dans un vocabulaire normalisé. Et donc, quand vous publiez votre jeu de données dans Sinoé, donc vous allez obtenir un DOI. Donc, quand vous cliquez sur ce DOI, vous arrivez sur une landing page. Et donc, voilà un exemple de landing page qui est proposé par Sinoé. Et donc, en fait, c'est un format qui est assez similaire à à un article. Donc, en haut de la page, on va retrouver le titre du jeu de données, une liste d'auteurs avec, pour chacun des auteurs, une ou plusieurs affiliations. Donc, une description du jeu de données, un certain nombre de mots-clés, la position sur la droite. Et en bas, on va retrouver donc, le tableau d'accès aux données, une proposition de citation. Et si le jeu de données était associé à des documents, à d'autres jeux de données, à des campagnes, on va retrouver on va retrouver tous ces liens en bas de la page. Vous aviez la possibilité, c'est quelque chose qui est demandé assez souvent, en fait, d'ajouter, de recommander la citation d'un article de référence en plus de la citation du jeu de données. Donc, cet article de référence va être affiché dans la section autosite. Et vous avez la possibilité, donc en plus des données que vous devez obligatoirement uploader dans Sinoé, donc de fournir une source d'accès alternative aux données. Alors, donc on fournit, c'est assez spécifique à Sinoé, une veille sur les citations. Donc c'est l'Ifremer qui assure cette veille. Donc en fait, on a une veille notamment sur Google Scholar, sur les mots Sinoé et sur le préfixe DOI. Et en fait, on recherche tous les articles qui citent des jeux de données. Et quand on en trouve un, on revient sur la fiche du jeu de données pour l'enrichir avec cette citation. Et on fournit également le lien DOI de jeu de données, DOI d'articles à datasite. Alors, Julie en a parlé tout à l'heure, une spécificité de Sinoé, c'est que Sinoé est interconnecté avec le portail européen Edmonet Ingestion. Donc, le CISMER, en fait, repère tous les jeux de données publiés dans Sinoé qui sont susceptibles d'être ingérés dans une base de données internationale ou une base de données nationale comme le portail des campagnes marines du CISMER. Et quand c'est le cas, en fait, le jeu de données est dupliqué dans ce portail data ingestion qui, en fait, va servir comme de workflow. Donc, en fait, c'est un système qui va permettre d'attribuer l'ingestion à un organisme partenaire européen et va permettre de suivre l'ingestion. Et donc, donc, en fait, l'ingestion, elle est attribuée à un organisme, et donc l'organisme doit étudier le jeu de données
publie dans Sinoé et doit le mettre au format pour pouvoir être intégré dans une base de données internationale. Et c'est là que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il manque des données pour que le jeu de données soit compréhensible. Par exemple, de manière typique, il va manquer, par exemple, une unité ou même la position dans le jeu de données. Donc, si c'est le cas, donc l'organisme en charge du traitement va va recontacter les auteurs pour obtenir plus de données, jusqu'à arriver à un jeu de données qui est intégrable dans une base de données internationale. Et si ce traitement permet d'obtenir un jeu de données qui est de meilleure qualité, d'obtenir un jeu de données dans un format international, et ben on va enrichir la fiche originale de Sinoé pour ajouter ce nouveau format. Et je termine juste par une information. Donc, Sinoé, aujourd'hui, il est en cours de refonte totale. Donc, on a mis donc cette année, donc on a réécrit le front office. Donc il y a une première version du front office qui était qui est en ligne et qui sera améliorée jusqu'à la fin 2024. Et aujourd'hui, on travaille sur la refonte du back office. Donc en fait, l'idée de cette refonte, c'est de remettre à plat le code, de remettre à jour le design et l'ergonomie, mais c'est aussi d'ajouter tout un ensemble de métadonnées, notamment les espèces, les paramètres lead device, qui seront basés sur des référentiels internationaux, notamment le WORM, c'est des référentiels de Synatanet, pour tenter d'aller vraiment au bout des recommandations faites en termes de partage des données. Voilà, c'était ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric et merci beaucoup Julie encore. Alors on a du temps qui était prévu pour des questions. Alors je n'ai pas vu apparaître de questions dans le chat. Par contre, si vous levez la main, si vous souhaitez prendre la parole, on a un peu de temps pour répondre à ces questions et on essaiera de modérer avec Claire la session. Est-ce que du coup, il y a des questions dans l'Assemblée? Alors, il y a une question de Claire, alors. Je peux peut-être commencer en attendant de susciter d'autres questions. Donc, merci beaucoup, ça éclaire beaucoup de choses. Mais j'avoue que ce n'est pas encore limpide sur un point. Quelle est vraiment la différence du coup entre la banque de physique-chimie et Sinoé, et plus spécifiquement, par exemple, les campagnes oiseaux, est-ce que ça devrait être plutôt soumis au CISMER, à Sinoé, aux deux? Enfin, c'est quelque chose qui j'ai pas bien compris. Je vais répondre, non, Fred? Alors, ça dépend de ce que vous voulez, en fait. Donc, normalement, si c'est des données qui sont liées aux campagnes oiseaux, elles devraient arriver dans la Banque nationale de physique-chimie. Après, pour des besoins de citation dans des publis, si vous avez besoin d'avoir... parce que j'ai vu, par exemple, si vous faites une publi sur tous les jeux de données d'alcalinité totale et de dioxyde de carbone lors de toutes les campagnes oiseaux, là, vous allez avoir besoin de créer un DOI dans Sinoé pour que ce soit transverse, en fait, pour avoir un DOI transverse à ces données. Parce que si vous mettez dans la Banque nationale de physique-chimie, ce sera campagne par campagne. Donc, vous allez avoir X DOI à citer, X étant autant de nombre de campagnes oiseaux. On a un DOI qui est associé de la série de campagnes, mais les jeux de données ne sont pas associés à la série de campagnes. Donc, ça, il faut voir avec Fred, mais je ne pense pas que... moi, les DOI, les données, on les accroche, on les rattache à chaque campagne. Donc, du coup, le DOI de la série de campagnes, je ne suis pas sûre qu'il y a... Non, il n'y a pas les données archivées au CISMER. Ouais. C'est vrai que le DOI de la campagne, à l'origine, en fait, c'est un DOI pour décrire la campagne en tant qu'expérimentation. Et de fait, il va servir également de hub d'accès à un ensemble de ressources qui ont été produites par la campagne. Notamment, vous allez retrouver dans le DOI de la campagne l'ensemble de la bibliographie, c'est-à-dire l'ensemble des articles qui se retrouvent attachés à la campagne. Vous allez retrouver
et des fois de manière automatique des données qui ont été archivées au SysMer, parce qu'en fait, potentiellement, c'est des données qui ont été captées automatiquement directement par le bateau. Et des fois, en fait, potentiellement, c'est un besoin Enfin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin en termes d'archivage des données, parce qu'en fait, il y a un DOI qui a été attribué automatiquement à la fois aux campagnes et aux séries. Et potentiellement, vous pouvez citer ce DOI de campagne pour vous référer à la campagne, mais également aux données qui ont été archivées au SysMer. Et donc, les DOI, Sinoe, ça va arriver de manière effectivement transverse. Donc, par exemple, si vous agrégez un jeu de données avec plusieurs campagnes, voire donc, il peut aller au-delà de oiseaux, ou alors des données qui n'ont rien à voir avec les campagnes. Donc là, potentiellement, le Sinoe peut apporter une solution. D'accord. Donc, moi, typiquement, je fais dans ce cas-là, plutôt série de campagnes, j'aurais plutôt intérêt à tout mettre à Sinoe, sachant qu'il y a une discussion automatique ensuite vers le catalogue de la flotte. Donc, ouais, du coup, si vous publiez un jeu de données, par exemple, toutes les données d'alcalinité acquises pendant les campagnes oiseaux, ben là, après, moi, la banque de physique-chimie, on va avoir tout un travail de récupération de cette donnée-là et de la découper campagne par campagne pour créer, si c'est des données issues de données bouteilles, pour créer à chaque campagne oiseau un fichier bouteille contenant ces données-là. Par contre, nous, on préfère normalement notre granularité pour les utilisateurs, c'est mieux d'avoir dans un fichier tous les paramètres mesurés, de ne pas avoir que le système des carbonates pour pouvoir faire des intercomparaisons. Donc, d'utiliser, nous, on ne met pas que le système des carbonates. Donc, on va avoir un fichier où il y aura les sels nutritifs, l'oxygène, toutes les mesures réalisées par l'échantillon bouteille, en fait. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas, il y a l'exercice d'envoyer vraiment toutes les données bouteilles de chaque campagne, mais il y a cet exercice-là pour les publis de soumettre dans Sinoe si vous n'avez qu'une partie du jeu de données à DOIser et de manière transverse. J'espère que c'est plus clair. Merci. Alors, il y a une question de Xavier Mériot. Oui, bonjour. Donc, je suis Xavier Mériot, je travaille au log à Wimereux. J'avais une question notamment qui rejoint un petit peu celle qui vient d'être posée, c'est-à-dire que nous, on fait des acquisitions de données à bord d'un navire côtier, mais ce sont des campagnes donc régulières, mais qui ne sont pas forcément avec un DOI présent donc, au SysMer, ou alors je ne sais pas. Et ma question est aussi donc comment procéder en fait? Est-ce qu'il faut déjà commencer par créer un DOI de campagne et ensuite proposer les données qui sont acquises dans le cadre de cette campagne-là? Et en fait, comment... Enfin, ouais, et ensuite, après, il y aura une question concernant les différents paramètres qui sont acquis, comment bien les caractériser et vous les communiquer, en fait. Je vais commencer à intervenir, Fred. La première question, en fait, c'est de savoir sur quel navire sont acquises les données. Si c'est un navire de la flotte océanographique française, donc genre Tétis ou le Code de la Manche. D'accord, nous, c'est Sepia 2, donc il appartient. Donc c'est un navire de station. De station, oui. Et ça, c'est là que je vais laisser Fred intervenir. Les navires, alors je vais juste dire, les navires de station, le problème, c'est que ce n'est pas automatisé, le flux via le SGC. Ouais. Mais à la demande des scientifiques au SysMer, si on reçoit des données d'un navire de station, et dans ces cas-là, on va demander la création d'un DOI pour cette campagne et pouvoir assurer la bancarisation des données liées à cette campagne. C'est bien ça, Fred. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, alors en fait, pour les campagnes hauturières et côtières, normalement, donc, en fait, systématiquement, vous passez par le SGC pour demander la campagne et après, vous remplissez à la fin de la campagne un CSR et de manière automatique, quand vous fournissez
le Crous Marine Report, il y a systématiquement un DOI qui est attribué à la campagne. Mais effectivement, les campagnes effectuées sur le navire de station passent complètement à côté de ce système-là. Donc, elles ne sont pas du tout référencées au CISMER. Donc, il n'y a pas de DOI qui sont attribués de manière automatique. Par contre, vous pouvez en demander, si vous le souhaitez, vous pouvez demander au CISMER la création d'un DOI pour vos campagnes, même sur des navires de station. Et donc, la demande se fait donc, auprès du CISMER pour le DOI, et après, pour la transmission des données, ça reste le CISMER ou c'est Sinoé du coup? Alors, je pense que là, si vous contactez le CISMER, je pense que vous pourrez discuter avec eux sur la meilleure stratégie à la fois d'attribution d'un DOI pour vos campagnes et de fourniture de DOI. Oui, ça vient avec la discussion, d'accord. Ouais, je pense qu'il faut réfléchir de manière, il faut réfléchir sur les deux aspects en même temps. D'accord. Autre question, puisque j'en profite d'avoir la parole, qui est complètement différente, notamment sur vous avez parlé des flags qualité. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait forcément avec vos outils, ou est-ce que de notre côté, on peut aussi commencer à intégrer ces flags qualité et vous les transmettre ensuite? Disons que nous, l'intérêt aussi, c'est d'avoir ces données en local avec les mêmes flags qualité, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous, c'est vrai que jusqu'à présent, la majorité des cas, on recevait des fichiers sans indicateur de qualité. Mais là, maintenant, ça commence à venir petit à petit. Donc, en entrée, vous nous fournissez vos indicateurs de qualité. Vous nous dites sur quelle échelle vous utilisez, qu'est-ce que veut dire 0, 1, 2, 3, 4 pour vous. Et nous, on fait un mapping avec notre échelle CDataNet. Après, vous pouvez de vous-même utiliser directement l'échelle de flag CDataNet. Ça, il n'y a aucun souci. D'accord. Okay. Très bien. Donc, on prend en compte, au contraire, nous, on est preneurs parce qu'on n'est pas expert de toutes les régions océaniques et de tous les paramètres. Donc, on est preneur d'indicateurs qualité à la source par les experts scientifiques. Très bien, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, dans la salle, je vais poser moi aussi des questions. Alors, je fais juste la remarque que Caroline Mercier, dans le chat, demandait si le DOI de la campagne, c'est bien celui qui a sur le catalogue de la FOF. Ouais, oui. C'est bien ça, ok. Et donc, en fait, j'ai deux questions, une, je pense, pour Julie, une pour Frédéric. C'était pour revenir sur ce qualité contrôle que vous faites. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment c'est fait? Alors, je pense par exemple à des profils d'alcalinité totale. Si vous recevez des profils d'alcalinité totale, c'est juste, vous regardez un écart par rapport à une valeur moyenne. Enfin, voilà, quels critères vous utilisez quand vous devez le faire, vous, le contrôle qualité? Alors, on a des contrôles qualité assez généraux. Donc, on a des min-max pour chaque paramètre. Donc, ça peut être des min-max très larges. Donc, c'est un premier contrôle qualité. Après, on va avoir du contrôle. Donc, ça, c'est des. Donc, il y avait. Alors, pour l'alcalinité, je ne sais pas si on a des climatos. Je ne sais pas si dans la. On utilise la World Ocean Atlas pour faire les contrôles qualité sur température, salinité, oxygène. Mais je ne sais pas s'il y a l'alcalinité. Peut-être que vous le savez mieux que moi. Je ne me souviens plus exactement. Donc, en fait, c'est automatiquement, tous nos profils sont comparés à des climatologies et aussi à on appelle ça les broad range. Donc là, c'est ce que je vous dis, quand ce n'est pas dans les climatos, on a des min-max, des fois découpés par région, mais des fois que pour l'océan global. Donc, ça va être un premier contrôle qualité, mais pas aussi précis que ce que vous pouvez faire en tant qu'expert scientifique. Et après, on a des contrôles plus automatiques aussi, plus physiques sur tout ce qui est inversion de densité. Donc, ça va concerner que température, salinité. Mais on va avoir aussi des contrôles sur les gradients et sur les spikes qu'il peut y avoir sur les profils verticaux. Et sur les profils constants aussi. On a des petites alertes automatiques sur. Voilà. Ok. Et ma deuxième question, donc, qui je pense est plus pour Frédéric. Alors, je pense que tu nous as
bien expliqué, mais j'ai quand même encore un doute sur Sinoé. Alors, tu as illustré avec un jeu de données du coup que je connaissais bien en partie, celui de Cathy Vimard-Rousseau. Alors là, typiquement, c'est un jeu de données donc, où il y avait des acquisitions dans la baie de Marseille qui ont été faites sur une certaine période. Et on a complété, enfin, on continue à faire des acquisitions. Et donc, là, maintenant, il y a un DOI qui est associé à ces données et qui s'appelle, je ne sais plus quoi, système décarbonate de 2018 à 2020. Et donc là, dans ce cas concret, si on devait actualiser ce fichier, est-ce qu'on créera un nouveau DOI qui s'appellera même nom, mais de 2018 à 2023, par exemple? Est-ce qu'à ce DOI, on associe un deuxième fichier? C'est là où je ne suis pas complètement sûr d'avoir vu la démarche. Ah, mais en fait, tout est possible, oui. Et donc, c'est vraiment le choix c'est vraiment le choix de l'auteur. Et donc, effectivement, vous avez la possibilité de demander un nouveau DOI avec une nouvelle liste d'auteurs. Et dans ce DOI, en fait, vous allez fournir uniquement la nouvelle année, par exemple. Donc là, la difficulté, si vous avez des séries qui datent de 20 ans, et il y en a pour certains observatoires, et potentiellement, vous allez devoir citer 20 articles dans 20 DOI de données dans votre article si vous exploitez la totalité de la série. Et pour les usagers, potentiellement, ce ne sera pas forcément très simple parce qu'il faudra potentiellement récupérer faire 20 clics sur 20 clics sur les 20 DOI différents pour recomposer la série s'ils veulent travailler sur la série totale. Et donc, une autre possibilité, c'est de conserver le même DOI. Donc là, en fait, et dans un DOI, on peut changer tous les métadonnées. Donc là, potentiellement, on peut changer le titre et donc enlever la notion de période temporelle dans le titre. Et donc, au sein de ce même DOI, on peut soit rajouter un nouveau fichier de données avec uniquement les nouvelles années, soit recomposer un jeu de données total avec la totalité de la série. Et donc, en fait, quand on travaille avec des réseaux comme Refi ou Argo, c'est ce qu'on fait, en fait. Chaque nouveau fichier correspond à la totalité de la série. Et en fait, on bascule les anciennes versions en accès à la demande uniquement pour reproduire une expérience qui aurait été basée sur une version spécifique. Et donc, la difficulté de ce choix-là, qui présente plein de qualités, mais il présente quand même un défaut, c'est que en fait, la liste d'auteurs, vous allez la faire évoluer aussi en fonction des années. Et donc, en fait, si vous rajoutez des auteurs, par exemple, qui ont contribué à la dernière année, en fait, vous allez leur attribuer la paternité également des données de l'année passée. Alors, il y a des auteurs que ça ne gêne pas du tout, il y en a d'autres que ça gêne. Donc, c'est vraiment un choix qui vous est propre. Et une des possibilités de contourner un peu ce problème d'auteur, en fait, c'est de citer le jeu de données avec une collectivité d'auteurs et de faire évoluer uniquement la liste des contributeurs. Et en fait, c'est vraiment un choix. Et nous, dans Sinoé, en fait, on a les deux, et parce que ça correspond, on va retrouver les deux façons de faire, et ça correspond à deux sensibilités différentes de la part de communautés d'auteurs différentes. Merci beaucoup. Là, par contre, pour le coup, c'est totalement clair maintenant pour moi. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Moi, j'avais juste une précision à rajouter. Là, je pense sur les contrôles qualité, il ne faut pas croire qu'on fait ça que de notre côté, sans vous concerter, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fini un contrôle, on envoie notre rapport de contrôle au chef de mission pour qu'il nous aide justement à améliorer. S'il y a des endroits, certains flags, on a des doutes, on lui demande à lui, qui est l'expert des données, de trancher et de nous dire est-ce que là, vaut mieux mettre un flag 3 douteux ou est-ce que c'est mauvais, on ne pourra jamais récupérer cette donnée, même après correction. Donc, c'est vraiment un échange, il faut vraiment voir ça comme un échange entre nous, les gestionnaires de données, et le scientifique qui a fait les mesures et qui est expert de sa donnée, en fait. Donc, voilà. OK. Il y a encore une question de Claire. Oui, une question qu'on voulait aussi aborder avec vous aujourd'hui concerne les bases internationales. Donc là, vous n'en avez pas parlé. Les bases dédiées au CO2 océanique. Donc, il y a il y a une base de données et deux synthèses de données qui vont concerner d'une part les données dans la colonne d'eau, c'est la synthèse GLODAP,
et les données de CO2 dans les eaux de surface, c'est la synthèse SOCAT. Nous, c'est indispensable qu'on contribue à ces bases de données. Et dans quelle mesure un lien pourrait être fait? Donc, dans un sens ou dans l'autre, idéalement, pour nous, l'idéal, ce serait de vous transmettre les données et qu'ensuite, qu'on sache que ces données soient automatiquement transmises aux bases internationales dédiées. Alors, pour ça, pour l'instant, on n'a pas de lien avec GLODAP et SOCAT. Je sais qu'il y a des chercheurs du LOPS qui envoient aussi eux-mêmes les données à la fois chez nous et dans GLODAP. Pour l'instant, on n'a pas les ressources pour le faire, mais à voir, à discuter avec les chefs de département. Et sinon, autre élément de réponse, je sais que normalement, il y avait le système d'information sur milieu marin qui avait été mis en place. Et moi, je sais que c'est eux qui avaient récupéré cet aspect de diffusion vers l'international. Donc, par exemple, au début, c'était nous qui envoyions toutes les données CTD des campagnes halieutiques au CEM. C'est eux qui ont repris cette activité-là. Mais en ce moment, le SIMM, c'est comment dire, les partenariats entre Ifremer et l'USIMM est un peu flou. Donc, je ne sais pas si le SIMM ça va être pérennisé, cette activité d'envoi vers l'international, et est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur eux pour envoyer vos données à GLODAP et à SOCAT? Je ne sais pas. Ça, ouais, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'éléments clairs à apporter. En soi, on pourrait penser que c'est les mêmes données. Il s'agit de prendre les mêmes données et éventuellement de les reformater, encore qu'ils ne sont pas exigeants sur le format. Mais en fait, c'est ça. Nous, c'est ça. C'est qu'il faudrait qu'on fasse une conversion de nos formats standards de travail. Donc, nous, c'est les formats CIDATANET. Et il faut voir, il faut faire un mapping vers ce format GLODAP que moi, je ne connais pas et je ne sais pas quel effort ça demande de faire ce mapping-là, en fait. Après, ce qu'on peut voir, c'est est-ce que si vous nous fournissez ce que vous envoyez à GLODAP, est-ce que ça peut être notre modèle de format pour intégrer vos données chez nous? Et dans ces cas-là, vous n'auriez qu'à faire les données au format GLODAP et nous, on intègre ça dans notre format CIDATANET. On peut voir dans ce sens-là aussi. Donc, c'est à voir. Après, si vous m'envoyez un fichier d'exemple, je pourrais regarder et commencer peut-être à analyser ça, si vous le souhaitez. Oui, juste pour préciser, là, je me fais le porte-parole de Erwan qui ne peut pas parler. C'est bien du périmètre d'Audatis, hein, de faire le lien du national vers l'international. Donc, c'est à étudier au niveau du pôle Audatis. Ah, ok. Voilà, je préfère préciser et je confirme l'environnement flou autour du CIM aussi. Voilà. Derrière, ouais. Alors, il y a un pouce levé de Nicolas. Je ne sais pas si ce pouce, c'est une question ou si c'était juste pour marquer le fait qu'il était satisfait que cette question soit traitée. Oui, en fait, je voulais dire en plus sur la transmission des données nationales vers l'international. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les fichiers, il y a aussi ce qu'on appelle les métadatas. Et chaque type de paramètres et synthèse de données a ses propres métadatas. Par exemple, pour les données de CO2 qu'on transmet à SOCAT ou à GLODAP, si on les transmet à la base de données acidification du programme GoAON, il faut refaire des métadatas pour que ça soit intégré automatiquement dans leur base. Donc, en fait, on multiplie 3, 4 ou 5 fois le travail sur des mêmes fichiers de données. Donc, je ne suis pas sûr que si on transmet des données à SOCAT, ça peut être, ou si on les transmet à SISMER, ça peut être directement intégré à SOCAT ou à GLODAP.
Il faudra adapter les métadatas aussi. Quand j'ai dit le mapping des données, en fait, c'était pour simplifier, mais nous, on est les premiers fournisseurs de métadonnées, en fait. Donc, je sais très bien, quand je dis mapping de données, c'est sous-entendu de données et métadonnées, en fait, en effet. L'idéal, ce ne serait pas d'avoir justement des métadonnées qu'on transmet au niveau national qui puissent répondre au format, parce que c'est juste des plus ou moins d'informations qui sont demandées. On ne réinvente pas les métadonnées d'une base à une autre. Pour moi, ça fait partie du côté faire du CES, de votre CES. Il faudrait rassembler en fait l'ensemble des métadonnées qui sont intéressantes, voir au BODC ou des trucs avec le bon référentiel qui va bien, qu'on récupère les bons noms. Ça fait partie d'un groupe de travail, je pense, qu'on pourrait mettre en place dans votre CES, justement pour formaliser ça. Et une fois que ce sera formalisé, après, on pourra faire les choses proprement et justement que ça vous soulage d'envoyer les données à un seul endroit. Et puis après, au Datis, on verra comment on s'organise, mais qu'on les distribue ensuite au niveau international. C'est un des objectifs du CES, à mon avis, il est là aussi. Parce que le problème à chaque fois, c'est que voilà, on prend des paramètres qui sont tellement pointus que nous, au niveau ingénierie, on est un peu sec parce que des fois, on ne connaît même pas les paramètres. Donc, alors là, je parle pour moi, je ne parle pas du Sysmer, hein, Julie. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, donc c'est pour Moi, ça je connais les place... premiers, les 3, 4, 5 paramètres principaux du système de carbonate, mais après, je ne vais pas plus dans le détail. Voilà, après, nous, on est complètement lâchés. Hein. Moi, je ne saurais même pas te dire quel protocole tu utilises pour calculer ton pH ou ton acidification. Et donc, tout ça, c'est justement l'objectif un petit peu du CES, c'est de nous envoyer ces informations-là et qu'on mette en place tout un système après, derrière, en se disant, voilà, maintenant, on sait que le système des carbonates, on a quelque chose de routinier qui est construit et qu'on peut mettre en place, et ça va faciliter du coup le travail des chercheurs. Hein. L'objectif, il est là derrière. Hein. Donc, il faudrait peut-être dans le cycle des liminaires, là, tu vois, Claire, de rajouter cette partie-là, parce qu'on a peut-être ce besoin qui remonte, tu vois, en discussion. Et Thibaut, j'allais faire le lien avec le webinaire de décembre, en fait. Moi, c'est vrai que j'étais un peu dans le flou, je ne savais pas à quel point aller dans le détail ou pas. Mais après, pendant ce webinaire, j'ai l'intention de vous présenter les différents vocabulaires qu'on utilise, et notamment pour les métadonnées, donc pour tout ce qui est les instruments utilisés, les méthodes d'analyse. Donc après, ce serait peut-être bien qu'en amont, vous me donniez un exemple de données, métadonnées, pour que je puisse préparer au mieux le webinaire de décembre sur les vocabulaires. Oui, parce que là, je fais encore le porte-parole de Erwan. Ce qu'il dit, c'est de proposer un modèle de métadonnées nationales qui prend en compte les exigences du modèle international. Donc, si vous avez déjà, vous, par les bases de données, je parle à Nicolas, par exemple, tu connais toutes les métadonnées qu'il te faut dans chaque base de données. Ce qu'on peut faire, c'est une fiche avec l'ensemble des métadonnées qu'il faudrait renseigner systématiquement pour pouvoir après envoyer dans toutes ces bases. Donc, faire un modèle de métadonnées nationales avec les exigences internationales, c'est ce que propose Erwan. Et je pense que c'est le bon chemin pour que nous, on intègre ça après de façon un peu plus, on va dire, optimale pour vous. Quoi. Donc, si je comprends bien, ce qu'on peut vous envoyer, c'est les métadatas que l'on remplit déjà? Oui. Justement, parce que déjà, si vous avez la connaissance en nous disant bien vers quelle base vous envoyez ça, avec ce modèle de metadata, et puis après, à la limite, au niveau du CES, vous récupérez tout l'ensemble de ces informations-là et on va faire un fichier unique avec l'ensemble de toutes ces informations. Oui, on pourra comparer avec ce qui est attendu dans SOCAT. Le porte-parole de Erwan, toujours. Voilà. Donc,
Donc, je pense que ça, ça serait déjà quelque chose d'assez précieux qui sortirait du CES et de très concret, cette partie-là. Hein. Pratiquement, à qui on envoie ça? Aux responsables, à Thibaut et à Claire. Vous pouvez, je pense que si Julie vous la mettez en copie, elle ne sera pas contre. Hein. C'est, Je pense qu'effectivement, ce qui ressort de ça, et du coup, Julie, si tu es d'accord, c'est vrai qu'il faudra qu'on prépare un petit peu le webinaire du 7 décembre. Donc, peut-être nous, ce qu'on va faire, on peut le prévoir assez vite, c'est donc à cette liste de diffusion là qu'on a, envoyer un peu cette information, de dire comprenez bien ce qu'on va discuter à ce prochain webinaire, proposer des fichiers. On peut essayer de faire une synthèse, d'envoyer ça et prévoir peut-être une discussion rapide au préalable pour qu'on se mette bien d'accord et que comme ça, on essaye d'avoir un travail efficace. Donc, ouais, Claire, je pense qu'il faut qu'on prévoit peut-être de contacter là toute notre liste s'ils veulent bien nous donner ce genre d'informations. Donc, Nicolas, bien sûr, et peut-être d'autres bases de données auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est vrai que ça pourrait permettre d'avoir un deuxième webinaire tout aussi intéressant que celui-là, ce dont je ne doute pas d'ailleurs. D'ailleurs, ce sera toujours intéressant, là, Thibaut, d'avoir un inventaire de toutes les bases internationales qui récupèrent toutes ces données-là, parce que j'avoue que là, moi, là, je suis un peu sec de ce côté au niveau CO2 et associés, paramètres associés. Donc, au contraire, ça sera, je pense, un très, très bon livrable du CES, ça. Claire, tu n'as pas ton micro. Je me demandais s'il y avait dans d'autres disciplines des échanges avec certaines bases internationales qui ont été mis en place comme ça sur un besoin identifié. Je pense par exemple pour les températures, salinité, oxygène, la base du CCHDO, non? Pour température et salinité, je pense que c'est directement versé, et ça, c'est au niveau des données de CTD, des trucs comme ça, c'est en accès direct parce que c'est Coriolis qui récupère, hein, si je me souviens bien, Fred. Donc ça, c'est déjà des canaux qui sont déjà très très bien organisés. C'est un peu pour les paramètres qui sont autour de ceux-là, qui sont un peu plus exotiques. On va dire que on n'a pas une chaîne de traitement qui a été mise en place de façon automatisée. Parce que je crois même que vous recevez directement du navire pour alimenter la base Coriolis en temps réel. Hein. Ouais, si je me souviens. Pas... Oui, mais pas toutes les campagnes. C'est pas, le flux n'est pas. Il y a plusieurs chefs de mission qui ne le font pas. Après, parce qu'ils préfèrent avoir un peu pré-traité les données avant de les envoyer à Coriolis et du coup, avant de les envoyer justement partout. Normalement, c'est une obligation qu'on nous rappelle à la préparation de campagne. Et je vois par exemple sur le Marion, c'est même Geneviève qui a pris ça en charge. Oui. Pour les gros navires, ça j'en suis quasi certain. Oui, mais pas les navires. Non. Mais par exemple, les navires de station, les navires côtiers, j'y crois pas trop. Non, c'est pas fait, je le sais. Chez mes collègues, ils sont dans le bureau d'à côté et ça, c'est un trou qu'il y a dans la raquette. Donc, alors, ça, par contre, Julie, c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter avec l'IRFOF. Donc, au niveau de l'atelier Audatis FOF qu'on a fait, en juin. c'était avant les vacances. Ouais, je voulais y assister, mais j'ai pas pu. J'étais sur une autre ça, question. si tu veux, il y a des parties où justement, ça serait bien d'un petit peu rationaliser tous le même système un peu sur l'ensemble des bateaux. Mais bon, après, voilà, il devait y avoir un inventaire qui était fait aussi au niveau des navires pour voir comment ils sont équipés, si ça peut, au niveau des équipements. Donc ça c'est quelque chose qui, à mon avis, va passer dans les connexions entre l'IRFOF, l'IR Hélico et puis Audatis. Hein. C'est un peu, mais c'est des choses qu'on prévoit de mettre petit à petit en place avec l'IRFOF.
Alors, je prends le rôle de Joël pour donner la parole de Erwan aussi, qui donnait aussi comme exemple pour ce versement vers les bases de données internationales. Apparemment, ça se fait en biologie avec les bases GBIF /OBIS, que je ne connais pas. Mais donc, de toute évidence, ouais, il y a des choses qui existent comme ça. Et tant que j'ai la parole, c'est une dernière question du coup très rapide, mais donc ce que vous dites là, c'est que les navires de station, parce que moi je pense à la station au navire de station de Marseille-Lanté, donc qui est équipé d'un TSG, ces données, elles sont du coup pas archivées du tout. Alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais il ne me semble pas que les navires de station aient ce système automatisé de mise en place. Je ne pense pas que G-Navire intervienne là. Non, je crois pas non plus. Mais je peux demander confirmation à ma collègue qui le gère, mais je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où les données doivent être attachées à la campagne et puis qu'on n'a pas ces campagnes-là, de toute façon, je pense que… Oui, voilà, c'est vrai qu'en plus, on Ouais. n'a pas les campagnes. Donc, Ouais. oui. Ok. Il y a plus. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions dans la salle? Non, je vois pas de commentaires, donc je vous propose qu'on clôture ici. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté, et en particulier Julie et Frédéric pour leurs exposés. Hein, je pense que ça a bien éclairé les choses. Et donc, Julie, c'est bien noté avant le prochain webinaire du 7 décembre, donc je refais la publicité ici, le 7 décembre, il y a un autre webinaire sur les vocabulaires. Et donc, on interagira pour essayer de faire quelque chose d'efficace. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot, sinon je vous propose de stopper l'enregistrement et ensuite de stopper le webinaire. Je voudrais juste rajouter qu'au niveau d'Audatis, on vous remercie tous quand même, parce que c'est quand même un travail conséquent de mettre en place ce type de webinaire et de gérer ce type de CES, y compris avec vous, Ifremer. Donc, on vous remercie chaudement pour tout ça, parce que c'est en plus de tout, comme d'habitude. Moi, je remercie Thibaut d'avoir animé ce séminaire. Merci à tout le monde, et j'arrête l'enregistrement après cette phase émotion, et je vous propose du coup, je vous dis à très bientôt, Julie en particulier, et à tout le monde à très bientôt, et merci encore d'avoir suivi. Oui. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.